Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous pour cette interview du jour avec Xavier. Xavier Murez. Ou Muret. Murez, Murez. Murez, voilà. Bonjour Xavier. Bonjour Sandrine et merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne. C'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Ah bah, tu sais que c'est un plaisir partagé. Il y a à peu près un an, c'est toi qui m'interviewais sur la tienne, donc c'est vraiment Exactement. chouette de pouvoir nous retrouver dans l'autre sens aussi cette fois, parce que tu fais un travail qui mérite vraiment d'être mis en avant, autant pour ton travail que pour la personne que tu es et pour tout ce que tu accomplis. Donc je suis vraiment ravie de cette interview et je t'en remercie. Bah merci, tes mots me touchent beaucoup et bah écoute, j'essaie de faire ça avec le cœur. Voilà, bah écoute, je n'invite que des personnes qui travaillent avec le cœur parce que je pense que c'est là que se trouve l'authenticité. Et dans ton parcours justement, qu'est-ce qui t'a amené toi à devenir un thérapeute praticien de l'hypnose transpersonnelle? Alors, sur le papier, on peut dire que c'était pas écrit forcément si tu regardes les choses avec un peu de recul, parce que j'ai eu on va dire un début de vie tout à fait classique, avec des études de commerce. Surtout de commerce international, parce qu'en fait, plus que le commerce, ce qui m'appelait à l'époque, c'était de voyager. Voyager un peu partout dans le monde. Ce que j'ai fait à travers mes études et ce que j'ai fini par faire dans ma vie professionnelle avant ce grand virage. Et puis en fait, après ce début classique, on va dire, j'ai eu un événement marquant, majeur dans ma vie en 2018 avec le décès de mon père. Heu, C'était un décès, qui a mis un peu de temps à se préparer dans la mesure où, il nous a annoncé, quelques jours avant Noël qu'il était, atteint d'une maladie, qui n'était pas traitable dans l'état où il était et donc la fin était un peu inéluctable, et d'autant plus que lui était médecin, donc il savait bien de quoi il parlait et ça a mis, allez, entre le moment de l'annonce et le moment de son départ, il s'est passé peut-être 8 mois, un peu plus, 8 mois et demi. Et évidemment, bah, pendant ce laps de temps très long, tu as tout le temps de te poser 1000 questions sur, beh, sur la vie, sur la mort, sur, ce qui l'attend, ce qui nous attend. Hem Et puis évidemment, bah, c'était une période, assez compliquée. D'autant plus qu'il se trouve que ça a coïncidé avec la période, de la naissance de mon premier enfant. Donc c'était vraiment une période assez bousculante. Et puis, en juillet de cette même année, donc un mois avant son décès, j'écoute avec ma femme sur le chemin en voiture. On avait pris quelques jours pour sortir un peu de cette ambiance et j'écoute un podcast, d'une personne qui s'appelle Franck Ferrand, qui fait des podcasts sur l'histoire. Et il se trouve que, ça c'est un podcast qui parle de Seconde Guerre mondiale et à la fin de ce podcast, il interviewe quelqu'un qui s'appelle Stéphane Alix, à l'époque, je ne connais pas. Heu et il parle de son livre «Lorsque j'étais quelqu'un d'autre». Et en fait, ça m'intrigue énormément d'entendre ce témoignage, et je vais donc me procurer très rapidement le livre et le lire, quasiment d'une traite. Et évidemment, pas de hasard, ce livre parle des vies antérieures. Et c'est rigolo ce petit clin d'œil avec le temps, de voir qu'aujourd'hui, bah, c'est devenu mon métier en particulier. Et ça a été le début de la quête de compréhension de l'après-vie, quête qui s'est, bah, faite à travers beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup d'aventures diverses et variées. Et entre-temps, mon père est décédé, il y a eu donc le deuil à gérer. C'était pas forcément, très simple, mais ça a été facilité quand même avec cette toute nouvelle compréhension qui venait à moi. Et puis plus je m'intéressais à ce domaine-là, pour tout dire, plus je m'y passionnais, plus ça me décalait de ce que je faisais à l'époque. À l'époque en question, je suis devenu directeur commercial, export, donc international, de mon entreprise. Et si j'aime toujours la dimension voyage, ce que je fais et le contexte dans lequel je fais, je suis, de moins en moins aligné avec.
à mesure qu'en fait je m'ouvre à cette nouvelle réalité, jusqu'à un moment où, bah, ça va devenir intenable en fait, et je vais faire un rêve, dont je me souviens comme si c'était hier et dont je parle souvent. C'est un rêve, dans lequel mon père est avec moi, donc il me rejoint et il m'emmène en balade, en randonnée, ce qui est assez drôle, le clin d'œil quand on sait qu'il était pas du tout sportif et donc je le suis avec mon sac à dos et on monte une sorte de montagne, une colline, je sais pas. On arrive tout en haut et puis, il saute, donc voilà, lui il a son sac à dos, il saute et il me dit: «À toi de sauter maintenant» et je me retourne et j'ai pas de sac à dos, j'ai pas de parachute en fait. Et là, j'entends une voix, que maintenant, avec le recul, j'assimile à une sorte de guide. J'entends une voix qui me dit: «Saute et on t'envoie le parachute après» et donc bah, la semaine suivante, je négocie mon départ. J'annonce ça à mon chef qui tombe des nues. Heu et un mois après, quasiment jour pour jour, je tombe sur une vidéo de présentation de ce qui va devenir mon métier, donc l'hypnose transpersonnelle. Vidéo sur la chaîne de quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Philippe Ferrer. Et c'est assez incroyable parce que au moment où je tombe sur cette vidéo, il se passe quelque chose en moi. Vraiment d'extrêmement profond, c'est-à-dire que je me sens, hem, exulté de joie de dire: «Ça y est, j'ai trouvé, c'est mon parachute» et j'en ai aucun doute. C'est-à-dire que, tu vois, c'est une évidence absolue. Je me dis: «Ça y est, c'est ça ma nouvelle vie». Et après, évidemment, bah, tout s'enchaîne et tout sincèrement, le tapis rouge, se déroule, quoi. Fameux tapis C'était une rouge. longue intro. Non, une très belle intro. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est justement l'hypnose Ouais, transpersonnelle et la différence avec, d'autres types d'hypnose? oui, tout à fait. Alors du coup, j'ai dit qu'effectivement ça avait un lien avec les vies antérieures parce que, l'hypnose transpersonnelle, c'est, un mélange de l'hypnose régressive ou qu'on appelle l'hypnose spirituelle et d'une technique, enfin d'une pratique, psychologique qui s'appelle la maïeusthésie, heu, qui est en gros, comment écouter l'être, et son traumatisme. Et donc ça a été, cette pratique, elle a été fondée par, quelqu'un qui s'appelle Séverine Barbier, qui au moment où, du coup, bah, je tombe sur cette vidéo, lance cette formation et donc bah, l'hypnose spirituelle ou l'hypnose régressive et en particulier l'hypnose transpersonnelle, le principe c'est de dire que on peut aller dans nos vies antérieures, on peut aller en régression dans notre enfance ou aller dans notre arbre généalogique, à l'origine de blocages, de schémas, de croyances, de peurs, de choses qui se passent dans notre vie actuelle et dont on ne comprend pas, les mécanismes. Et en fait, on va aller comprendre en quoi ce qui s'est joué, bah, peut-être dans une autre vie ou ce qui s'est joué dans mon enfance ou ce qui s'est joué dans mon arbre généalogique a des répercussions dans ma vie actuelle. Et donc, par définition, ce qui est merveilleux dans cette pratique, c'est que, bah, je ne sais pas où on va à début de chaque séance. C'est pas moi qui décide, c'est pas le consultant qui décide non plus. C'est, sous état d'hypnose, beh, l'accueil de ce qui va émerger et ce qui va émerger va nous amener tout naturellement, dans la direction, pour aller à la rencontre de, bah, de ces blocages, de ces traumatismes, de ces peurs et cetera et cetera. Et est-ce qu'avant d'entreprendre ce cursus, tu as toi-même fait une séance pour voir ce que c'était? Ou bien tu l'as découvert en cours de formation? Non, j'ai eu à cœur de le faire. Pour moi, il y avait un petit côté, c'est important de tester par moi-même avant de pouvoir, me former à cette pratique et donc je l'ai fait à quasiment un mois avant de commencer la formation. Heu, je me rappelle de cette séance comme si c'était hier. Au début, j'avais un petit peu de mental, donc j'ai eu du mal à lâcher prise, et finalement donc au début, je vois rien, j'entends rien, mais je ressens quand même qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Je sens que
c'est moi, mais c'est pas moi en fait. C'est-à-dire que je sens que je suis un homme très baraqué, donc pas moi, un homme très poilu, donc pas moi, et pas très vêtu. Et je sens que je suis dehors, je sens le vent, ouais, je sens que en fait, je me retrouve dans une autre vie. Et progressivement, mes perceptions s'affinent et je commence à voir que effectivement, il y a de la forêt autour de moi. J'ai une sorte de pagne. Et puis, on vit dans une sorte de village. euh, et ce qui ne me quitte pas durant toute cette exploration de vie intérieure, c'est une sorte de boule au ventre, de peur. Il y a quelque chose en moi qui fait qu'il y a un stress permanent. Et je comprends au fil de l'exploration que ce stress, c'est en fait la peur qu'il arrive quelque chose au village, bien entendu, mais surtout aux personnes que j'aime en particulier. Et c'est ce qui va se passer dans cette vie. Dans cette vie, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un incendie, tout le village va être détruit et la grande majorité des habitants vont mourir. Et moi, je vais me retrouver seul et je vais me laisser mourir en fait de peine. Et ce qui est assez fou, c'est que donc je fais cette exploration et une fois que je quitte mon corps dans cette exploration, donc j'en viens à décéder, je me vois comme monter et surtout je sens qu'à l'intérieur de moi, il se passe un truc, c'est que toute cette peur, ce stress que j'avais, hop, instantanément, il disparaît. Et s'installe une légèreté, un bien-être, quelque chose d'assez fou, d'hyper léger. Et c'est comme si je me revoyais au moment où je vais faire le bilan de cette vie. Et je comprends qu'en fait, je suis passé à côté de mon incarnation parce que j'avais prévu de m'incarner dans une vie dans laquelle ben, j'arriverai à surmonter mon stress et à apprécier l'instant présent. Et en fait, j'ai pas réussi. Et là où c'est drôle, c'est que du coup, on pourrait se dire, ok, mais finalement, pourquoi est-ce que ça m'est venu? Pourquoi est-ce que ces images, cette histoire, elle m'a été racontée? Eh bien, en fait, à l'époque, moi, je suis quelqu'un d'hyper contrôlant et de toujours stressé, qui n'arrive pas du tout à lâcher prise. Alors, j'ai commencé ce travail sur moi au fur et à mesure de mon éveil spirituel, mais encore à ce moment-là, je suis encore dans ce contrôle permanent. Et on vient me dire, écoute Xavier, il va falloir lâcher ce stress et apprendre à accueillir les cadeaux de la vie, en fait. Et ça va être l'enseignement principal de cette première séance. Tu as donc parlé, d'hypnose, de régression, de spiritualité, de maïeusthésie. Est-ce que tu peux nous expliquer, en quoi consiste ce terme? Eh bien, la maïeusthésie, donc c'est une pratique qui a été développée par Thierry Tournebise. Et on va dire que le module que nous, on utilise dans ces séances, c'est ce qu'on appelle l'écoute thérapeutique. L'écoute thérapeutique, c'est une manière d'écouter la personne euh, dans son ressenti, en fait. De parler du ressenti avant de parler des circonstances. Et c'est essentiel parce que ce qui nous intéresse quand une personne vient à nous et vient quand il y a quelque chose qui émerge en séance, c'est pas tant le contexte, savoir par exemple moi dans ma vie, de celle que je viens de décrire, là, celle que j'ai explorée, c'était de savoir que j'étais dans cette vie, dans ce village, avec cette communauté, avec voilà, de savoir ce que je faisais, ce que j'y faisais, tout ça. Non, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce que ces émotions, ces ressentis, ils détenaient comme information. Eh bien, en fait, la maïesthésie, c'est une manière d'écouter les personnes et c'est quelque chose qui se déploie tout au long de cette pratique de l'hypnose transpersonnelle. C'est un petit peu, pour moi, le petit plus de ce qui m'a vraiment plu dans cette formation, qui est vraiment formidable, parce que extrêmement complète. Euh, Moi, si tu veux, je venais dans cette formation d'hypnose avec beaucoup de peur d'illégitimité, tu vois, en me disant, mais mince, je suis pas hypnothérapeute, je sais pas ce que c'est que l'hypnose,
J'ai jamais fait d'études en psychologie. Je sais pas ce que c'est que la psychologie. Et en fait, à travers cette formation, à travers ces modules, et le fait que ce soit si complet, eh bien, je me suis formé à l'hypnose et à ce module d'écoute thérapeutique, ce qui maintenant me permet de savoir accueillir tous les types de profils de personnes que j'ai en séance. Alors en parlant de différents profils, je fais une petite pause pour vous rappeler bien sûr de vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait et aussi pour vous inviter à découvrir ma nouvelle chaîne dédiée à l'art où je fais le lien entre l'art et la spiritualité par des interviews qui sont aussi diffusées sur la chaîne On ne vous demande pas d'y croire et par des ateliers dans lesquels j'explique les rudiments donc pour commencer à peindre et puis des étapes supplémentaires et aussi des petits coups de pouce à ceux qui sont déjà des artistes confirmés, mais peut-être qui ont besoin parfois de trouver un peu de l'inspiration ailleurs que dans leur atelier. Je vous partage le générique de ces futures vidéos et vous invite bien sûr à visiter la page, à vous abonner. Ça me fera tellement plaisir de partager cette passion avec vous. Alors, dans ton cheminement, est-ce que tu as commencé ce travail parce que tu étais en souffrance et tu voulais d'abord régler tes propres problèmes, ou bien tu avais vraiment dans l'idée directement de changer de métier et tu avais envie d'aider les autres? C'était quoi ta Mm. démarche au départ? En fait, j'ai le souvenir que tout au long de ma carrière précédente, on va dire, de ce métier plus conventionnel, j'ai toujours eu en moi, mais vraiment toujours, ce questionnement à quoi ça sert ce que je fais? Enfin, est-ce que je pourrais pas être plus utile à faire autre chose? Et il y avait vraiment des périodes où ça revenait et ça venait me chercher en fait. Il y a des fois où ça me laissait tranquille un petit moment parce que ce métier, il m'apportait de la stimulation intellectuelle, ce qui est important pour moi. Il m'apportait des voyages. Donc il y avait une certaine forme d'épanouissement. Mais quand même, il y avait cette question en toile de fond qui venait me chercher, qui était, mais est-ce que ce que tu fais, ça peut aider les autres? Non. Est-ce que, est-ce qu'il y a une résonance écologique? Est-ce qu'il y a une résonance, tu vois, thérapeutique? Pas du tout. Et du coup, je pense que ça, c'était en moi depuis le début. Et tu vois, avec le recul, je me suis fait cette réflexion aujourd'hui même, tu vois. Je me suis dit, quand j'étais au lycée, donc au moment où tu dois choisir ton orientation, il y avait je disais, cette carrière de commerce international qui m'intéressait pour les voyages. Mais à côté de ça, j'aurais pu tout aussi bien faire psychologie parce qu'il y avait en moi, déjà à l'époque, cet intérêt pour la psyché, euh, pour ce qui se passe voilà, chez les autres, les blocages, les traumas, d'où ça provient et comment on aide les gens. Donc tu vois, je me suis dit aujourd'hui même, ah ouais, mais en fait, c'était déjà là. Et avec ta pratique actuelle, avec toutes ces années maintenant où tu pratiques, est-ce que tu as l'impression que tu es en continuelle amélioration? Est-ce que tu as atteint un certain niveau qu'on ne peut pas dépasser? Comment tu vois les choses? Je pense que cette pratique, elle a ça de chouette que pour démarrer, elle est suffisamment bien encadrée et protocolée pour que si tu as le doute de savoir comment pratiquer, si tu as un manque de confiance en toi, eh bien, tu peux tout à fait suivre le protocole et ça se passe très bien. Mais avec le temps, ce qui se passe, à mon avis, inévitablement, c'est que tu apportes à cette pratique, à n'importe quelle pratique d'ailleurs, hein, tu y apportes ta coloration, ton énergie, qui tu es, ton questionnement, tes intérêts. Tu y apportes tout simplement ta vibration, en fait. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé et je vois bien qu'au fil du temps, d'abord, j'ai lâché un peu le script classique de l'hypnose pour faire un script qui me ressemblait un peu plus. Ensuite, j'ai modifié un peu les questions pour aller
dans des thématiques qui, moi, me parlaient plus. Et puis maintenant, j'ai une approche qui est beaucoup plus intuitive. C'est-à-dire qui est, je me fais beaucoup plus confiance sur les questions qui vont me venir et la manière de piloter et les entretiens avant que l'hypnose ne commence et la guidance de la séance, le guidage plutôt de la séance euh, pendant la séance. Donc je pense que on n'arrête pas d'évoluer. En fait, on est en perpétuel développement euh, et on comprend toujours de nouvelles choses sur la manière dont on pratique. De même qu'on comprend toujours beaucoup de choses aussi nouvelles sur l'invisible, sur ce qui se passe, enfin, la réalité un petit peu cachée de tout ce qui se passe. Donc je pense que c'est un éternel apprentissage, et heureusement parce que moi, ça me plaît beaucoup cette idée de ne pas être figé dans le temps, en fait. Donc tu as l'impression que ton propre cheminement évolue et donc que tes accompagnements évoluent aussi? Oui, ça évolue énormément, et ça évolue aussi au fil des personnes qui viennent à moi, évidemment, et de ma collaboration avec des médiums. Parce que ce que j'ai pas dit dans ma pratique, c'est que en fait, je propose deux types de séances. Des séances classiques, comme on peut l'imaginer facilement, c'est-à-dire que le consultant qui vient me voir va être placé lui-même sous état d'hypnose et va aller en exploration de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de ses autres vies ou de sa vie actuelle, etc. Euh, mais le petit bémol de cette possibilité-là, c'est que dans l'état d'hypnose, notre mental, il est toujours présent. Et donc, si on est quelqu'un d'assez contrôlant, eh bien, il y a le risque, heureusement, ça n'arrive pas toujours, mais il y a le risque qu'on ait du mal à lâcher prise. Ou, a posteriori, qu'on se dise, mais jusqu'à quel point j'ai pas auto-créé ce qui m'a été montré, je l'ai pas auto-induit, et puis je me suis raconté l'histoire à laquelle j'avais envie de croire. Donc, pour pallier à ça, euh, je propose des séances où ce n'est pas la personne qui va être hypnotisée, mais c'est un médium, ou une médium en l'occurrence, qui va être hypnotisée pour le compte d'eux. C'est-à-dire que le début de la séance va être le même, c'est-à-dire qu'il y a un entretien, durant lequel je vais poser tout un tas de questions à la personne. La personne va pouvoir me parler de toutes ses motivations, tout ce qu'elle souhaite creuser durant cette séance. Et ensuite, c'est une médium qui ne connaît absolument pas le consultant, qui va poser l'intention de se connecter, qui va être placée sous état d'hypnose et qui va aller par elle-même en exploration ou je ne sais pas, mais à la rencontre de la conscience supérieure de la personne qui est venue me voir ou de ses guides. Et donc, pour en revenir à ta question, eh bien, ma pratique, elle évolue en même temps qu'évolue aussi la médiumnité de ces médiums avec lesquels je collabore quotidiennement, avec leur manière de capter l'invisible, de canaliser, leurs filtres, leurs croyances, mais aussi leurs ressources, leurs qualités. Voilà, c'est aussi ça qui fait évoluer cette pratique et qui est incroyable. Et toi, quand on te demande ce que tu fais comme métier, tu dis quoi? Que tu es thérapeute, accompagnant, coach? C'est quoi ta définition? Très sincèrement, ça dépend qui me demande. Ah d'accord. Si c'est les parents des copains de mes enfants, dans le village dans lequel j'habite, je vais rester relativement évasif. Euh, Sinon, la grande majorité du temps, je vais dire que je suis praticien en hypnose et que j'emmène les personnes en régression dans d'autres espaces-temps, euh, dans les vies antérieures, à condition bien sûr qu'on ait cette croyance-là. Et je suis étonné parce que, tu vois, il y a quelques années, si on m'avait dit ça, moi j'aurais fui, en tout cas j'aurais dit à la personne, bon, bah, très bien, je passe mon chemin, quoi. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je suis très surpris des réponses positives et de l'ouverture d'esprit des gens. Parce qu'en fait, alors c'est peut-être aussi parce que je suis en Bretagne et que naturellement, on a une terre qui est assez ouverte à dimension ésotérique. Mais je suis surpris de l'ouverture d'esprit des gens, en fait.
Comment tu accueilles, toi, ce que les gens te racontent finalement, toutes leurs expériences? Eh bien écoute, je crois que c'est la partie que je préfère en fait dans ce métier. C'est vrai que, tu vois, c'est cette première heure d'échange avec les personnes, j'ai l'impression de me fondre dans leur vie, dans leur histoire et je trouve ça passionnant en fait. Je crois que derrière ça, l'idée c'est que ce que j'adore, c'est d'aller derrière le personnage. Tu vois, on est tous quelque part quand on vient s'incarner dans un personnage avec, plein de conditionnements, plein de filtres. Et je trouve qu'à travers ces entretiens, on arrive à aller derrière le personnage. Il y a donc je parlais tout à l'heure de Séverine Barbier, donc celle qui m'a formé, que j'embrasse si elle, nous écoute. Elle dit une phrase que j'adore, elle dit: «On va aller rencontrer l'être, exceptionnel, qu'il y a, derrière chacun, en fait. On va à la rencontre de cet être et ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans mon métier. Évidemment, les résultats de ces séances, le mieux-être que ça génère, c'est magnifique, mais l'être inestimable qui est en face de moi et que je découvre, qui s'ouvre à moi, je trouve ça fantastique. Et il s'ouvre par le questionnement que tu invites auquel tu l'invites ou bien pendant la séance d'hypnose? Les 2, les Mmh. 2. Il s'ouvre déjà par le questionnement et je pense par, le fait d'écouter. Tu sais, j'ai vraiment la sensation que dans notre société, on a perdu un peu notre capacité d'écoute. Heu et moi, grâce à l'écoute thérapeutique, donc ce dont je parlais tout à l'heure, la myesthésie, j'ai la sensation d'avoir reconnecté avec la capacité d'écouter vraiment une personne. C'est-à-dire que je vais pas parler de moi, je vais pas faire des parallèles avec ce que je vis. Non, je vais me fondre vraiment en connexion de cœur à cœur avec qui est la personne. Et j'adore cette idée de me fondre dans l'histoire de la personne, de lui poser ces questions pour qu'elle me raconte son histoire. Et en fait, il y a une sorte de confiance qui s'installe, une sorte d'alliance qui fait que naturellement la personne vient à se livrer. Et cette alliance, elle permet qu'ensuite, pendant l'état d'hypnose, quand la personne est elle-même hypnotisée, eh bien, elle se sent tellement en confiance que elle va accueillir tout ce qui vient sans aucun filtre, sans peur d'être jugée à aucun moment. Et ça, c'est magique. Mmh. Et toi alors par rapport à cette séance d'hypnose, comment tu fais pour naviguer entre les ressentis de la personne, le côté énergétique, la symbolique qui peut émerger? Comment tu fais? Eh bien, en fait, je crois que la clé, je le disais juste avant, c'est la connexion de cœur à cœur avec la personne. C'est-à-dire que 100 du temps, du début de la séance jusqu'à la fin de la séance qui dure 4 heures, donc c'est long et c'est assez énergivore, 100 du temps, je suis connecté avec la personne. 100 du temps, je vais accueillir chacun de ses ressentis, accueillir chacune de ses émotions, de ses micro-mouvements, de ses intonations, de tout ce qui se passe et ensuite mon questionnement, ben, en fait, je me laisse guider, presque je me laisse guider par la personne, en fait. Parce que ça devient naturel. Je suis pas en train de me poser la question de: «Ah, quelle question faut que je pose ensuite?» Jamais. Je me laisse guider, j'accueille tout ce qui vient, tout ce qui émerge et puis, en fait, naturellement, ça m'ouvre une piste, qui est l'exploration de cette personne et c'est qu'à posteriori, à la fin de la séance, où parfois je me dis: «Mais ah ouais, mais on est arrivé à comprendre tout ça en faisant ce chemin-là». C'est assez incroyable. Donc c'est vraiment, la clé pour moi, c'est de sortir du mental. Mais en se connectant à la personne et à la moindre chose qui émerge de cette personne, naturellement, en fait, le mental, il est mis de côté. Mmh. Et tu as parfois des surprises?
Oui, bah, j'en ai des surprises, j'en ai tout le temps. Heu, dans les séances avec médium, j'ai des moments, d'une émotion qui est incroyable. Heu, parfois, il y a des défunts qui se présentent et qui viennent, beh, transmettre des messages qui sont d'une intensité émotionnelle qui est dingue. Heu, parfois, il y a des compréhensions qui se passent ou des choses que m'ont décrites les personnes durant l'entretien, où je sens que les personnes, ça fait peut-être 20 ans qu'elles tournent en rond avec leurs problématiques, qu'elles n'arrivent pas à comprendre l'origine de leurs problèmes, qu'elles ont été voir, des psychologues, des médecins, qu'elles ont fait un peu le tour et elles en sont arrivées à un état de presque de désespoir, et on se connecte en séance et là, on nous donne le puzzle entier, on reconstitue le puzzle avec des éléments tellement précis qui correspondent à ce que m'a transmis la personne durant l'entretien, que c'est incroyable. J'ai eu une séance comme ça la semaine dernière d'une personne qui avait un gros problème de fatigue chronique, à tel point elle pouvait pas travailler à temps plein, elle était obligée d'être à mi-temps parce que tout ce qu'elle faisait lui coûtait énormément d'énergie. Et elle me décrivait ce symptôme-là, mais plein d'autres symptômes qui accompagnaient ce symptôme de fatigue. Des vertiges, des problèmes de peau, et d'autres problèmes dont je ne me souviens plus. Mais c'était une liste extrêmement précise, quoi. Et donc on se connecte en séance, et la médium, très rapidement, va lui dire, voilà, je connecte avec ça, voilà l'origine du blocage, et elle va lui dire, et moi je vais lui demander, mais ce blocage, comment il se manifeste dans la vie de la personne? Et elle va me décrire précisément tous les symptômes que m'a décrit cette femme en entretien. Et j'avais cette femme que je voyais qui était en train de pleurer de joie, en fait. Pleurer de joie que enfin on arrive à mettre des mots, des compréhensions sur ce qui la bloque depuis 20 ans. C'est incroyable. Donc ça, c'est pour les séances avec médium. Et puis, il y a aussi des choses magnifiques qui se passent dans les séances sans médium, euh, mais qui sont absolument inattendues, en fait. Parce que comme je te disais, je sais jamais où on va avant une séance. J'ai eu une personne comme ça que je reçois en présentiel, parce que j'ai pas dit que mes séances étaient soit en présentiel, soit à distance, ça fonctionne de la même manière. Cette fois-ci, donc cette personne-là, je la reçois en présentiel. Et durant l'entretien, elle me parle de tout un tas de sujets. Elle a beaucoup d'attentes, elle a plein de questions par rapport à cette exploration qui l'attend. Et puis elle me dit, quand même, elle me parle de son enfance et elle me dit que il y a une chose assez particulière dans son enfance, c'est que en fait, elle a vécu principalement chez ses grands-parents qui ont joué le rôle de parents parce que ses parents étaient occupés à d'autres choses, étaient un petit peu défaillants. Et donc il y avait un amour vraiment que tu sentais extrêmement profond en fait envers ses grands-parents. Et on se connecte, donc on fait évidemment ce travail d'hypnose, d'induction. Elle se connecte et il se passe rien. Un peu comme moi tout à l'heure, je disais, écran noir, pas de sensation, pas de perception, rien du tout. Avec le temps, j'ai appris à pas m'affoler dans ces cas-là. Je laisse venir, je laisse venir, je pose des questions. Il se passe rien, c'est très plat. Et à un moment donné, je vois son visage changer complètement, du tout au tout. Et je vois les larmes qui commencent à couler. Et en fait, ce qui se passait, c'était que elle venait de reprendre contact avec ses grands-parents. Elle sentait leur étreinte physique. Elle les sentait la serrer dans ses bras. Elle sentait leur parfum. Elle les entendait. C'était d'une beauté, d'une émotion qui était incroyable. Il s'est rien passé d'autre dans sa séance. Elle a eu aucune des réponses qu'elle venait chercher. Mais elle est ressortie avec la banane. Ça a changé sa vie, en fait. Mmh. Et voilà le genre de choses qui peuvent se passer en séance. Ça change la vie des gens, ça change la tienne finalement. Et quand tu as eu ce ras-le-bol de ton précédent métier et que tu as commencé celui-ci,
Comment tu te sens aujourd'hui dans ta pratique? Est-ce que tu risques un jour aussi d'avoir ce ras-le-bol ou bien est-ce que c'est complètement différent? Comment tu vis ton métier? En fait, tu as raison de poser cette question, c'est une question que parfois je me pose en me disant: «Est-ce qu'un jour je vais en avoir marre?» Mais je crois que je prends tellement de plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui, que si un jour ça se présente, bah, je l'accueillerai et puis je fais confiance en fait à ce qui viendra. Mais aujourd'hui, ce qui est extrêmement appréciable dans mon quotidien, c'est qu'il y a pas un jour où je me lève et où je j'ai pas envie d'y aller, en fait. J'adore ce que je fais, je j'ai un travail passion, en fait. C'est ça le truc, c'est que, tu vois, avant, j'avais le fameux, syndrome du dimanche soir. Le dimanche soir où tu es à la déprime parce que tu sais que lundi matin, tu dois repartir au boulot et que tu es reparti pour une semaine et que ça va être dur et que voilà, tu vas recroiser des gens que tu as pas envie de croiser, tu vas faire des choses que tu as pas envie de faire et bah, ça, c'est terminé. Je n'ai plus jamais eu ce syndrome-là depuis que j'ai changé de vie. Aujourd'hui, le dimanche soir, c'est un jour de joie en fait. C'est un moment de joie parce que je sais que je vais redémarrer lundi matin, que je vais rencontrer une nouvelle personne, qu'on va aller explorer de nouveaux horizons, que ça va me remplir, que ça va aider la personne et c'est magnifique. Donc peut-être qu'un jour, j'en aurai marre, je sais pas, peut-être. Mais je crois que la grande différence, c'est que j'ai appris maintenant à accueillir ce qui vient, en fait. J'ai appris à, tu vois, si je reviens à cette fameuse séance d'hypnose, j'ai appris à vivre l'instant présent, à profiter de ce qui vient. Donc pour l'instant, je suis tellement content de vivre cette vie, tellement content. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que aider les autres, c'est chouette, mais que avant de faire ce choix-là, il faut d'abord le faire pour être joyeux soi-même et pour être content de ce qu'on fait? Je pense que, par définition, tu ne peux pas vraiment aider les autres si tu pas commencé à t'aider toi-même. C'est un peu bête à dire parce que ça semble un lieu commun, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tant que tu as pas compris que où était ton bonheur, qu'est-ce qui te mettait en joie et que tu as pas suivi ce chemin-là, comment tu veux essayer qu'est-ce que tu veux essayer de transmettre aux gens en fait? C'est ça la question. Euh, Moi, je pense que il était indispensable de faire ce chemin, de continuer. D'ailleurs, ce chemin, c'est un chemin qui s'arrête jamais. De cultiver cette joie au quotidien, de parce que c'est aussi ça qui est la valeur de ce que je transmets à travers mon accompagnement. Oui, beh, c'est vraiment le thème que je souhaite aborder, enfin expliquer dans ces vidéos parce que donc le thème, je le rappelle d'une manière générale pour les intervenants de ces vidéos aussi, c'est: pourquoi devient-on thérapeute, accompagnant, coach et cetera? Quelles sont les bonnes raisons finalement qui nous poussent à choisir ces métiers-là? Et quelles sont forcément, à contrario, les mauvaises raisons? Parce qu'on est un petit peu dans une mode de tout le monde veut être coach ou thérapeute, mais bon, beh, il y a des gens qui sortent du lot, qui font ça vraiment bien et puis on se demande pourquoi ils ont choisi cette voie-là et je pense que voilà, croire qu'on doit faire un métier pour aider les autres, mettre ça en premier, c'est peut-être pas forcément la raison numéro un. Il faut d'abord, bah, se sentir OK avec ce qu'on fait, mais être joyeux soi-même dans sa pratique. C'est là qu'on peut, comme tu le dis, hein, transmettre, ce qu'on a à transmettre. Est-ce que tu vois d'autres points qui font que c'est un bon indicateur pour faire ce genre de métier? Et puis peut-être nous parler des choses que tu vois, de manière moins positive justement, qui peuvent être des freins? Je pense que en fait, on est dans une période, en ce moment qui est pas simple parce que, on vit tous, on passe tous par, ces sujets, enfin énormément de personnes passent
par cette quête de sens. Je trouve plus de sens à ce que je fais. Je trouve plus de sens à mes contacts avec les gens. Je suis un peu perdu. Euh, et donc, on se dit, tiens, je vais aller aider les gens. Je vais devenir thérapeute du jour au lendemain. Euh, et on se trompe en fait dans la motivation numéro une. La motivation numéro une, c'est qu'est-ce qui m'appelle profondément en fait. Euh, Qu'est-ce qui fait que je veux aider les gens? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Est-ce que j'ai besoin de nourrir un espace de reconnaissance? Tu vois? Est-ce que j'ai besoin d'être reconnu? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que c'est une manière de combler ça? Ou est-ce que vraiment dans les tripes, ça me prend et ça peut pas en être autrement? Moi, j'ai la sensation que les thérapeutes qui vivent ça dans leur tripes, qui font ça parce que ils y éprouvent tellement de joie c'est impossible de faire autrement. Eh bien, ceux-là, ils doivent être thérapeutes. Mais souvent, on devient thérapeute avant tout parce qu'on veut se guérir soi de plein de choses. Euh, et c'est pas la bonne direction. Généralement, on le reste pas très longtemps en fait. Donc attention aux motivations derrière. Si la motivation c'est pour faire les choses simples, si c'est de l'amour, si c'est vraiment c'est de la joie, si c'est quelque chose de très positif qui est en vous, c'est bien. Si c'est derrière c'est de la peur ou quelque chose, on fait ça parce que voilà, parce que derrière il y a une blessure, il y a quelque chose à soigner. Là, on se trompe peut-être de route, ouais. Mais souvent, enfin, ça peut démarrer par là, hein. Souvent, les gens qui commencent dans la psychologie, etc., sont des gens qui veulent justement faire un travail sur eux-mêmes, comprendre des choses et des comportements, et puis ça se transforme en un métier. Mais tu as vraiment raison de souligner ces choses-là, c'est très important. Et au sujet encore des malentendus, qu'est-ce qu'on pourrait aussi évoquer par rapport à l'hypnose en général et l'hypnose transpersonnelle, les malentendus les plus courants? Oh, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet, il y a un paquet de fausses croyances par rapport à l'hypnose. Et puis, malheureusement, l'effet divers n'aide pas à redorer le blason de l'hypnose. Euh, Déjà, la première croyance, c'est je ne suis pas hypnotisable. Alors qu'en fait, on est tous hypnotisables parce que tout simplement, cet état de transe, c'est un état par lequel on passe tous plusieurs fois par jour. Dès qu'on se concentre, dès qu'on lit un livre, dès qu'on conduit, on est déjà dans un état de transe. Donc il y a plein de personnes qui ne franchissent pas le pas des cabinets d'hypnose parce qu'ils se disent bah non mais moi ça va pas marcher sur moi. Donc tout le monde est hypnotisable. Le seul truc c'est qu'il y a des gens qui sont très réceptifs et d'autres un petit peu moins. Donc il y a des gens, moi je vais le voir tout de suite dès l'entretien, je vois qu'il y a des signes évidents de transe hypnotique. Et puis il y a des personnes, je sais que va falloir que mon induction elle soit un petit peu plus longue. Mais tout le monde est hypnotisable. Après, tout le monde n'a pas cette capacité, comme je disais tout à l'heure, à lâcher prise. Euh, Ensuite, il y a un deuxième lieu commun par rapport à l'hypnose, c'est de se dire ah ben je vais dormir ou je vais pas me souvenir de ce qui va se passer. Ça, c'est le coup classique. Alors qu'en fait, moi, ça m'est jamais encore arrivé que quelqu'un s'endorme durant une séance, c'est pas possible, parce qu'il y a de l'interaction en fait. Et on va se rappeler, puisqu'il y a cette imprégnation de ce qu'on a vécu, et quand bien même on ne se rappellerait pas de tout, parce que ça, c'est parfois très dense, tout est enregistré. Donc il y a aucun risque de passer à côté de de cette séance et de ses bienfaits en fait. Euh, L'hypnose, il y a autre chose à dire, c'est que c'est pas dangereux pour sa santé. Il n'y a pas de risque de rester dans un état de transe hypnotique et de rester coincé. Ça, c'est pas possible. Pour la bonne et simple raison que, du point de vue énergétique, l'hypnose,
ça correspond à monter en fréquence vibratoire. Ok, ok. On monte en fréquence vibratoire et on va se connecter, le temps d'une séance, à des fréquences qui sont celles, on va dire, d'un médium dans son état normal. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir capter des éléments qu'on ne pourrait pas capter dans notre état d'éveil normal. Cependant, monter en vibration comme ça, c'est fatigant, physiologiquement. Pour le corps, c'est fatigant. Donc on ne peut pas tenir cet état dans la durée. Donc en fait, naturellement, je dis toujours aux personnes, si moi j'étais pas là pour les ramener à leur état d'éveil normal, eh bien ils y reviendraient très normalement, très logiquement, par eux-mêmes. Simplement, le fait de faire ce qu'on appelle une exduction, c'est-à-dire un retour à son état d'éveil normal, c'est une manière de le faire plus proprement pour que la personne soit un peu moins vaseuse, on va dire. Tu vois, un peu quand tu te réveilles d'une grande sieste. Eh bien, là, c'est pareil. Et puis, il y a un dernier point sur l'hypnose, c'est jusqu'à quel point on peut me faire des choses que j'ai pas envie de faire. Ça, c'est le coup classique aussi de ce qui peut se passer dans les spectacles d'hypnose. Euh, Ça, pour moi, la clé, c'est l'intention de la personne que vous venez voir, de votre thérapeute. Et c'est pour ça que je dis toujours, allez vers des gens qui vous parlent, dont l'énergie vous parle. Prenez le temps et prenez un temps important pour essayer de savoir quelle est la vibration de la personne que vous allez voir et si cette vibration, elle vous appelle, si vous vous sentez en confiance avec cette personne. N'allez pas voir juste un thérapeute parce qu'il est là, ou parce que quelqu'un vous en a parlé. Prenez le temps. C'est la même chose quand on va voir un médium ou quand on va voir n'importe quel autre thérapeute pour moi. Maintenant, on est dans une ère où on a énormément d'informations disponibles. Prendre le temps de savoir à qui on s'adresse et d'y aller en toute confiance. Bien. Alors, si vous voulez, chers auditeurs, spectateurs, aller en toute confiance, bien sûr, je mets les liens de Xavier sous cette vidéo. Donc, allez voir, renseignez-vous encore si vous en avez besoin, mais je crois que là, vous aurez déjà eu un peu la température. Xavier, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose qui te tient à cœur et que tu aimerais partager pour clore cet entretien? Oui, tu vois, j'ai envie de parler de mission de vie, tu vois, parce que Mhm. c'est un terme que j'aime pas du tout. Euh, Parce que tu vois, souvent, les gens qui viennent à moi en séance viennent avec l'idée de c'est quoi ma mission de vie? Sous-entendu derrière, oh là là, est-ce que je suis pas en train de passer à côté d'un truc hyper important et je vais me faire engueuler quand je vais remonter là-haut. Pour moi, il faut vraiment se détendre avec cette notion parce que c'est ma compréhension des choses. En fait, on a juste à être, on est venu s'incarner dans cette vie pour expérimenter l'amour sous plein de formes différentes. Et on a juste à être, on n'a pas à faire en fait. À partir du moment où on est dans cet amour, l'amour évidemment des autres et l'amour de soi en premier lieu, on est déjà en fait sur le chemin. Donc, il faut vraiment se détendre avec cette notion d'injonction liée à une notion de mission de vie parce que pour moi, on se met énormément de pression et on passe à côté du sujet en fait en faisant ça. Et je dirais que à partir du moment où on est dans la joie, et on en a parlé tout à l'heure, dans la joie dans tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse, si ce qui nous met en joie, c'est de jardiner, de cuisiner, de sortir, d'aller au théâtre, d'aller, enfin voilà, tout ce qui nous met en joie est quelque chose qu'on doit cultiver. Et moi maintenant, c'est vraiment ma philosophie, c'est-à-dire que je passe mon temps à aller de joie en joie, parce que c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que je veux dans ma vie aujourd'hui. Et c'est ça finalement, l'enseignement de toutes ces années d'éveil, c'est cultive la joie. Je te remercie infiniment pour ces belles paroles et puis, je vais te donner enfin te raconter quelque chose qui va te faire sourire là maintenant. On est dimanche matin, 8 heures, ta vidéo sort et moi, ce même jour à 10 heures,
Je suis au festival On ne vous demande pas d'y croire et je donne une conférence sur ce thème. La mission de vie. C'est incroyable. Et ça reprend exactement ce que tu viens de dire et puis je vais bien sûr en parler un peu plus, c'est très amusant. Donc Excellent. merci de me faire cette introduction pour ce qui va arriver bientôt. Voilà, je te On remercie sait bien qu'on on infiniment. sait bien qu'il y a pas de hasard, hein. Oui, tout à fait, voilà, donc tu viens de faire mon introduction et merci beaucoup Xavier. Merci Avec plaisir. pour vraiment tout ce que tu nous as partagé, pour les explications très claires que tu as données et qui sont bien nécessaires pour, la compréhension de tout le monde, donc merci infiniment pour, ce beau moment avec toi. Bah, merci à toi Sandrine, merci, de cet accueil et puis merci de tous ces partages que tu permets sur ta chaîne. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis bien sûr à très vite pour la suivante.